Une semaine en pousse une autre, c'est comme ça chez les technos, vous le savez, toutes les semaines un nouveau rendez-vous avec un nouvel épisode et de nouveaux chroniqueurs. Cette semaine, j'ai à ma droite Xavier. Bonjour Xavier. Hello. Et j'ai à ma gauche David. Bonjour David. Salut. Ces deux zigomards vont donc partager avec nous le fruit de leur veille technologique de la semaine, comme on le fait chaque semaine. Et comme il y aura des choses à dire en plus, comme chaque semaine, il y aura un bonus que vous pourrez écouter d'ici quelques jours. Peut-être qu'il est déjà disponible, tout dépend évidemment à quel moment vous avez l'habitude de consommer nos épisodes de podcast ou de nos vidéos sur YouTube, puisque vous pouvez faire les deux. Voilà, regarder, écouter, où que vous soyez. C'est ça qui est pratique avec les technos. On a un programme. Alors, je ne sais pas dire s'il est chargé, parce que le nombre de sujets est quasiment invariable d'une semaine à l'autre, mais il y a des choses à dire. On va voir si ça va prendre du temps ou pas. Quoi qu'il en soit, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Vous pouvez également, comme toujours, faire vos remarques dans les commentaires, que ce soit sur notre site, lestechno.be, en regard de la vidéo éventuellement, sur YouTube également, ou via les réseaux sociaux, comme certains le font déjà, via Twitter par exemple. Vous êtes les bienvenus aussi, on lit tous ces commentaires, et quand ça se présente, et quand il y a lieu, eh bien on y répond, donc vous voilà avertis, et vous faites donc d'ores et déjà partie de la grande famille des technos. On commence notre abécédaire parce que c'est comme ça que ça se passe avec la lettre B. B comme batterie, les batteries de Tesla qui pourraient durer 100 ans. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé, David. Oui, donc l'équipe de recherche avancée en batterie de Tesla a découvert un moyen de remplacer le lithium des batteries par du fer, désolé, du phosphate, du manganèse, du cobalt et du graphite, ce qui permet d'augmenter très fortement la vie de la batterie et permettre beaucoup plus de cycles de recharge dans une mesure telle qu'on annonce une durée de vie de plus de 100 ans pour les batteries, pour ces batteries-là. Évidemment, ce n'est pas encore demain qu'elles sortiront. Il faudra un certain temps avant que ça passe en phase commerciale, mais ça promet vraiment un bel avenir pour les batteries, parce qu'il faut savoir que c'est un gros handicap des batteries, c'est que elles ont une durée de vie très limitée, qu'après un certain nombre de cycles de recharge, elles sont bonnes entre guillemets à mettre à la poubelle ou à recycler, ce qui n'est pas toujours fait de manière correcte et qui est très polluant. Des batteries qui ont une durée de vie de 100 ans, ça va être vraiment révolutionnaire. Alors, tu dis c'est polluant, effectivement, hein, c'est le cas, polluant à recycler, pas toujours fait dans les normes de sécurité qui vont bien, tout dépend le pays un peu où ça se passe, etc. Ce qu'il faut savoir quand même, moi je l'ai lu quelque part il y a déjà un petit temps, ça a peut-être changé, mais c'est que les batteries des voitures Tesla, c'est vrai qu'ils les déclassent relativement rapidement après un certain nombre de cycles, comme tu disais, mais qu'elles pouvaient être réutilisées par exemple dans les batteries domestiques que l'on place chez les personnes pour simplement stocker de l'énergie, par exemple celle de l'énergie des panneaux solaires ou autre, parce que effectivement ces batteries-là n'ont pas besoin de délivrer un courant très fort et très 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 fréquemment, contrairement aux batteries dans les voitures, et que donc ces anciennes batteries de voitures peuvent avoir encore une seconde vie. Donc c'est une forme de recyclage aussi, hein, dans de la batterie domestique. C'est ce qu'on peut faire également avec les batteries de drone. En fait, une batterie de drone a besoin de sortir un ampérage pas possible, 100, 150, 200 ampères. Quand elle est un petit peu usée, elle sait plus sortir autant d'ampérage sans chuter. Par contre, pour une utilisation entre guillemets légère, elle peut encore faire une lampe de poche. Mais en parlant ici de recyclage, je pensais pas uniquement aux batteries de voitures, parce que il y a aussi l'aspect, évidemment, toutes les batteries qu'on a dans nos gadgets de tous les jours, et pas mal de ces batteries se retrouvent à la décharge, ne sont pas recyclées correctement et polluent l'environnement. Xavier avait un truc à rajouter. Non, mais voilà, on parle des batteries de GSM depuis des années. C'est un des soucis. C'est la batterie que tout le monde a aujourd'hui, c'est la batterie de smartphone. Moi, j'ai l'impression que depuis qu'on fait les technos, on annonce des nouvelles batteries révolutionnaires, et malheureusement, on ne voit encore rien arriver. Alors, ce sont évidemment des bonnes nouvelles, mais on s'impatiente quand même de les voir arriver sur le marché.
Je suis d'accord avec toi, mais pour parler du smartphone, ce qu'il faut quand même noter, c'est que les smartphones sont de plus en plus puissants, avec des écrans de plus en plus grands, avec des usages de plus en plus, je veux dire, habituels. C'est pas juste passer un coup de fil de temps en temps et relever ses mails. Ça, c'est quasiment, chez certaines personnes, c'est permanent tout au long de la journée, et que les batteries tiennent toujours, je dis quand elles sont neuves, plus ou moins une dizaine d'heures, peut-être un peu moins en fonction des marques, etc. Donc, je pense que si on utilisait les batteries neuves d'il y a 10 ans, elles tiendraient pas 2 heures par rapport aux usages qu'on en fait aujourd'hui. C'est ça aussi. Et par contre, ce qui est vrai, c'est qu'elles se rechargent beaucoup plus vite qu'avant aussi. Elles se rechargent plus vite, elles se déchargent sans doute moins vite, en tout cas en fonction des usages. Par contre, il y a, alors on appelle plus ça l'effet mémoire, mais après un moment, bah oui, la batterie, elle finit par s'essouffler et elle n'a plus que 80%. 70% de rendement, et à ce moment-là, on peut dire adieu. Et c'est ce qui est un peu dommage, parce que le smartphone lui-même, si on parle du smartphone, lui, il fonctionne, il n'y a pas de souci. Maintenant, personnellement, j'ai quand même rarement, sur les 6-7 dernières années, un smartphone qui a survécu à sa batterie, ce qui veut dire que il a été démodé, il a été remplacé avant d'avoir eu besoin de remplacer sa batterie. Oui, mais ça, là, par contre, c'est une obsolescence, un peu de marketing et du fait du renouvellement permanent des modèles et de l'évolution technologique aussi, un petit peu, sans doute, mais oui, c'est une autre raison. Mais pour quelqu'un qui conserve ses appareils très longtemps, c'est un peu mon cas, je vous l'avoue franchement, moi, c'est la batterie qui me pose un problème. Avant, peut-être, bien sûr, enfin souvent avant d'être à court de mise à jour et des choses comme ça, quoi. Je pense qu'on a bien fait le tour de cette question. On va attendre la batterie d'Elon, la batterie qui va durer 100 ans. J'imagine qu'elle va coûter très cher, parce qu'il va falloir la amortir sur 100 ans. Donc du coup, voilà, c'est un autre problème. Si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas, comme je le disais en préambule, à le partager avec nous. On se fera une joie de nous en faire l'écho lors d'un prochain point batterie. On va l'appeler comme ça, le point batterie. La lettre C, c'est comme caché. Xavier, quand on peut traquer les caméras cachées, il y a des caméras cachées? Ça se fait encore, les caméras cachées? Ça se fait encore. Si tu permets, je vais commencer par remercier Aurélien qui avait noté cette news, parce que il a gentiment accepté d'échanger une date avec moi, parce que j'ai une obligation. Normalement, j'étais prévu dans l'épisode de la semaine prochaine, mais j'ai des obligations professionnelles qui font que j'ai demandé à un remplacement. Donc merci Aurélien. Et en plus de ça, certaines des news que j'ai pris aujourd'hui avaient été épinglées par Aurélien. J'espère que je les traiterai aussi bien que lui, qu'il l'aurait fait plus tôt. J'espère. Donc voilà, c'est caméra cachée. Alors de quoi s'agit-il? En fait, vous avez certainement tous été déjà dans un hôtel, une maison d'hôte ou autre, en vous demandant si vous n'étiez pas espionné par une petite caméra cachée. On sait que c'est quelque chose qui se fait. Airbnb, par exemple, reçoit des dizaines, voire plus, de plaintes chaque année parce que des gens mal intentionnés ont mis des petites caméras cachées pour surveiller et espionner les occupants. Alors ici, il y a une news qui provient du site de Hacker News qui relate le fait que des universitaires ont développé un système qui est utilisable à la fois sur smartphone ou tablette et qui permet d'identifier ces appareils espions. Alors ça peut être des caméras, ça peut être des petits routeurs, ça peut être donc n'importe quel objet IoT, ça peut être des micros qui seraient connectés en Wi-Fi. Et donc tous ces objets IoT font l'objet d'un nouveau logiciel qui a été baptisé Lumos. Ça fait référence sans doute à la formule utilisée par Harry Potter pour faire de la lumière. Donc c'est sans doute mettre en lumière ces objets qui sont cachés. Et le système détecte, ça c'est mon interprétation, je le dis, le système détecte les signaux qui sont envoyés par ces appareils, et puis il les analyse et il tente de les identifier. Alors ensuite, il va essayer d'indiquer l'emplacement des appareils par rapport à l'utilisateur qui tient son smartphone ou sa tablette pendant qu'il se déplace dans l'habitation ou dans le bâtiment dans lequel il se trouve. Et lorsqu'il se déplace, les emplacements des appareils sont affichés à l'écran, et plus on se rapproche de l'appareil, plus l'emplacement devient précis. Alors l'appareil va
localiser va localiser ces appareils grâce à la force des signaux des paquets 802.11, donc c'est le RSSI, par rapport à l'utilisateur. Et donc pour ça, on utilise l'odométrie visuelle. C'est une technique qui est fortement utilisée, notamment par les drones, pour se positionner quand on n'a pas de signal GPS. Et sur les appareils iOS, mais concrètement, le suivi de position ici utilise l'API ARKit, qui se base notamment sur l'appareil photo, le processeur, le GPU, les capteurs de mouvement. Et donc, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher d'un appareil, le signal évidemment augmente. Si on s'éloigne, le signal diminue, et donc ça permet d'estimer l'emplacement de ces appareils. Et Lumos est capable d'estimer les emplacements, peu importe la vitesse de marche de l'utilisateur. C'est-à-dire que cette technique, on peut l'utiliser même si on se déplace assez rapidement. Ils ont testé ça concrètement sur 44 appareils IoT de différents modèles, de différents types, de différentes marques, dans des environnements de types différents, et ils ont pu reconnaître, par exemple, 95% des appareils avec une précision de 1,5 mètre dans un délai de 30 minutes et dans un appartement de 2 chambres. Donc c'est quand même un résultat qui est assez satisfaisant. Mais dans l'article, on voit aussi, et c'est une bonne remarque, que en fait c'est pas une technique qui serait imparable. Pourquoi ? Parce que un hacker pourrait toujours tromper cette détection en modifiant l'adresse MAC de l'appareil qui est utilisé pour identifier le type d'appareil que c'est. On sait que chaque fabricant commence en général avec une certaine adresse MAC en fonction du modèle d'appareil qu'il utilise. Et ensuite, on va pouvoir faire varier l'intensité du signal, ce qui perturberait du coup la détection de localisation du système Lumos. C'est passionnant, c'est très détaillé. Hein. Aurélien a bien travaillé, il nous a mis le PDF avec toutes les explications, formules mathématiques à l'appui, etc. Ceux qui sont pointus dans le domaine, comme David par exemple, s'en donneront sans doute à cœur joie d'aller piocher dans ces informations. Qu'en pense David justement ? Oui, moi ce que j'en pense, c'est que ça c'est bien, mais ça ne permet de détecter que des caméras Wi-Fi ou à transmission sans fil. Oui. Une caméra câblée ou une caméra même Wi-Fi où on a désactivé le Wi-Fi qui enregistre sur une carte micro SD, oui. Ce n'est plus détectable. Oui, bien, il faut qu'elle soit connectée en Wi-Fi. Dans les hôtels, moi les histoires que j'ai vues sur des hôtels, c'était des systèmes de caméras en CCTV qui sont câblés en câble coaxial vers une boîte d'enregistrement qui est ailleurs. Ça n'aurait pas été détecté. Oui, ça c'est clairement. Et oui, il y a plein de techniques, effectivement, tu as raison de le dire. D'ailleurs, on le voit hein, sur certains sites chinois, on vous vend des objets non connectés pour le coup, mais qui filment quand même. Ça va du porte-plume au cendrier, en passant par le réveil matin ou le poste de radio. Donc ça ne règle pas tous les problèmes. Mais ça peut, potentiellement, en tout cas, régler le problème je serais tenté de dire, le problème de un certain nombre de problèmes qui sont liés, effectivement, par exemple, au fait qu'on est espionné par quelqu'un qui est dans le coin, dans la pièce d'à côté ou autre. Par exemple. Ou pas. Tout à fait. Aucune réaction. Tout à fait. Le silence radio. Moi, j'avais l'impression de me perdre tout seul, mais en plus de ça, si vous ne réagissez pas... Ok, bon, on a bien fait le tour de ce sujet-là aussi, donc on va attaquer le suivant. Dès comme Diablo, pas de reconnaissance faciale et pas de Diablo Immortal. Pour moi, c'est du latin grec, mais pour David et pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, c'est tout à fait compréhensible, mais David va quand même donner sa petite couche d'explication par rapport à ces informations. Voilà, donc un petit sujet gaming pour changer. Ouais. Diablo est une franchise de jeux vidéo qui a démarré en 1997. Diablo était le premier jeu de type hack and slash avec génération de niveaux aléatoires qui offrait une rejouabilité virtuellement illimitée. Ça a eu un succès énorme qui a fait qu'il y a eu un numéro 2 qui est sorti en 2000, il y a eu un numéro 3 qui est sorti en 2012 avec des extensions entre-temps. Ça a aussi créé des romans, les romans Diablo, ça a créé des bandes dessinées. Il y a vraiment toute une franchise Diablo qui s'est créée. Donc c'est un jeu qui est très connu.
pour le néophyte que je suis et que certains sont, peut-être qui nous écoutent, ça veut dire que le jeu se réécrit, le scénario n'est pas toujours le même, on peut y rejouer une quantité de fois phénoménale sans nécessairement retomber dans les mêmes schémas. Le scénario reste le même, mais les niveaux sont générés aléatoirement. Par exemple, un donjon, il y a une quête à faire, il faut aller tuer tel boss, mais il y a un donjon de 5 niveaux, mais les 5 niveaux, à chaque fois qu'on joue, est régénéré de manière complètement aléatoire, avec des monstres aléatoires et tout ça. Ça change un petit peu le côté, enfin, ça fait évoluer le côté épique du jeu, quoi, en gros, de manière. C'était l'argument principal de la première version. C'était quelque chose d'innovant. Ça a eu un succès pas possible. Alors voilà, il y a quelques mois, donc c'est Blizzard qui publie ce jeu, a annoncé qu'ils allaient sortir Diablo Immortal, qui est une version crossplay qui sur smartphone et sur PC. Et ça a été annoncé un peu de manière inattendue. Et en fait, il sort aujourd'hui 2 juin. À l'exception qu'il ne sortira pas en Belgique ni en Hollande, parce que c'est contrairement aux autres jeux qui étaient un jeu à acheter auquel traditionnel, ici c'est une version free to play, donc c'est gratuit à télécharger, à jouer, et on peut acheter des objets dans le jeu et ce qu'ils appellent des loot box. Des loot box, c'est-à-dire une boîte noire où il y a des objets générés aléatoirement dedans. Et les lois belges et hollandaises considèrent que les loot box liées à des nombres aléatoires, donc à une génération de nombres aléatoires, est considéré comme des jeux de hasard, parce que dans les jeux vidéo aujourd'hui, c'est monétisé, donc il y a des gens qui revendent les ressources de jeux vidéo, qui revendent des objets rares, et donc ils considèrent que le fait d'acheter un loot box, on va dire à X euros, et avoir une chance sur 1 million de gagner un truc qui va pouvoir la faire revendre 1000 fois le prix, c'est considéré comme jeu de hasard. Et la Belgique et la Hollande sont les 2 seuls pays au monde qui interdisent le jeu, ce qui évidemment est passé d'abord pour une mauvaise blague, parce que ça a été retiré il y a quelques jours du Google Play et retiré de Battle.net. Battle.net, c'est la plateforme de Blizzard pour distribuer les jeux vidéo qu'eux publient. En plus de ça, la version bêta il y a toujours des versions bêta et des joueurs qui jouent avant la sortie officielle. Il y a quelques jours, on a dénoncé qu'il y avait des fichiers douteux dedans, un fichier qui s'appelle facedetector.dll, face analyzer, landmark tracker, et tous des fichiers de reconnaissance visuelle. Par contre, ça a été démenti par le community lead de Diablo, donc c'est-à-dire la personne qui fait en quelque sorte le porte-parole pour la communauté, en disant que il y avait aucune fonctionnalité fonctionnelle dans ces fichiers, qu'ils étaient là par erreur. Par contre, ça a été fort soulevé que c'était peut-être quelque chose de volontaire pour la version chinoise, comme on en avait parlé il y a quelques épisodes. La reconnaissance faciale pour vérifier que les joueurs avaient bien l'âge légal pour jouer. Et la durée de jeu aussi. À n'importe quelle heure. Et la durée de jeu qui est limitée aussi. Oui, les moins de 18 ans ne pouvaient pas jouer en dehors du week-end. Parce qu'il y a quand même peu de doute sur quand on a un fichier qui s'appelle facedetector.dll ou facialanalyzer.dll, on se doute que c'est pas pour faire du café, quoi. Mais c'est pas utilisé, c'était là par erreur. Oui, c'est bien sûr. Moi, j'ai plein de fichiers comme ça qui s'appellent, je sais pas moi, enfin bref, et qui sont là tout à fait par erreur. Enfin, chacun se fera son idée, mais nous, on a en tout cas un petit peu la nôtre, sans vouloir. Xavier, je pense qu'on a bien compris. Tout à fait. Donc voilà. Ok, c'était très complet, très voilà. Moi j'ai toutes les informations maintenant parce que les liens évidemment sont dans l'article de ce podcast ou en description, et donc vous pourrez vous aussi vous faire votre idée. Xavier veut rajouter un truc pour conclure. Oui. En fait, moi, j'avais pas trop de réaction par rapport à cette news ici, puisque je n'étais pas au courant, même si je connais bien Diablo. Mais par contre, moi, j'ai failli poster une news, traiter d'une news justement à propos des lootbox, parce qu'il y a un projet européen d'interdire les lootbox justement. Donc, c'est complètement lié à cette news-ci.
Donc voilà, il y a que la Belgique et les Pays-Bas, comme David l'a annoncé, mais c'est un projet qui est vraiment européen derrière, donc peut-être que d'autres pays vont suivre. Peut-être, mais il faut voir si c'est pour les mêmes raisons, parce qu'il me semble que le jeu de hasard, en Belgique en tout cas, il y a dans la législation du jeu de hasard l'obligation pour la personne qui édite le jeu de hasard de définir un pourcentage de chances de gagner. Et donc l'algorithme qui est supposé être totalement aléatoire doit avoir, il faut qu'il y ait du gain à un moment donné. En gros, c'est ça l'idée. Et donc c'est quelque part du faux aléatoire du coup. Si on introduit cette notion de gain par exemple, sans manipulation, il faut qu'il y ait un gagnant, il faut le déclarer en amont de la mise en service de la machine à sous, ou que sais-je, ou du système. Je sais que ça, en tout cas dans le jeu de hasard dit électronique, c'est quelque chose qui existe dans la législation, et donc j'imagine qu'ici c'est difficile, dans le cas qui nous occupe, en tout cas, de s'y plier de manière cohérente pour pouvoir répondre à cette loi. Bon, on n'aura pas fait le tour de la question clairement aujourd'hui, mais et si on a dit des bêtises, si personnellement j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre aussi en commentaire. Ça ne me dérange absolument pas d'être pris pour un couillon. On est à la lettre D et on change complètement d'univers, ça c'est le moins qu'on puisse dire. D comme Dyson, quoique après les aspirateurs à pognon. Dyson qui veut aller plus loin dans sa conquête du grand public manifestement, et tu vas nous expliquer comment, Xavier. Oui, et c'est un titre qui avait également été choisi par Aurélien, que je remercie. Une news qui m'a plu aussi. En fait, c'est une brève, mais pendant la conférence internationale sur la robotique et l'automatisation, donc l'ICRA, qui s'est tenue à Philadelphie la semaine passée, Dyson a fait une annonce et a donné des indices qui indiquent qu'il travaille fortement sur des nouveaux types de robots domestiques. Donc ils veulent ainsi attirer des candidats avec une expertise en domotique. Donc leur but c'est de faire du recrutement. Et lors de la conférence, Dyson a indiqué qu'ils accélèrent le développement d'un appareil autonome qui est capable d'accomplir des tâches ménagères et beaucoup d'autres. Donc on veut s'éloigner vraiment du simple robot aspirateur, et on a d'ailleurs pu voir dans un film un de leurs derniers développements qui va beaucoup plus loin. Donc c'est un espèce de bras robotisé avec des mains qui peuvent saisir des objets, par exemple pour faire la vaisselle, comme on les laisse deviner dans la vidéo, comme ramasser des objets, ranger des objets, mais aussi pour dresser la table et bien d'autres choses. Alors l'objectif final de Dyson, au-delà de la production donc de cet appareil et de créer des nouveaux objets qui seront dans les ménages, c'est d'engager et de séduire par cette vidéo 700 ingénieurs qui sont des profils assez durs à recruter, puis ce sont des profils très techniques et dans un domaine bien pointu, bien ciblé. Donc l'idée c'est vraiment, c'est un film de recrutement en fait, ils cherchent du personnel, enfin ils cherchent de nouvelles forces vives quoi, quelque part, c'est ça l'idée. C'est ça, en fait c'est un teaser sur ce qu'ils sont capables de faire, ce sur quoi ils travaillent, et on montre ça un petit peu avec un côté ludique qui est censé attirer des ingénieurs quoi. Tout en expliquant qu'ils ont des usines et des centres de recherche en Grande-Bretagne, mais aussi dans d'autres pays du monde, et que c'est ouvert à tout le monde qui a vraiment envie de se lancer là-dedans. Je pense que quand on est ingénieur ou apparenté entre guillemets, c'est le genre d'enjeu intéressant quoi. On se dit tiens, il y a un challenge intéressant, on postulerait bien quoi. Oui, et dans la vidéo, il montre aussi tous les enjeux qui sont liés à ces développements, parce qu'il y a la reconnaissance de l'environnement dans lequel on se trouve. Alors quand on prend juste un aspirateur robot, c'est juste de la, entre guillemets, détection d'obstacles, mais avec un bras comme ça qui est censé pouvoir déplacer des objets et autres, on est dans de la détection vraiment 3D. Donc on voit un petit peu ce qui s'assimile à un scanner 3D, on voit le type de caméras qui mettent en place des lidars et des choses comme ça, donc voilà, c'est intéressant. Ouais. C'est passionnant, clairement. David, tu postules quand chez Dyson? Oh, je postule pas, non, j'ai déjà assez de boulot comme ça. Mais c'est très intéressant parce que moi, dans ma tête, Dyson, c'était juste les aspirateurs. Je m'imaginais pas qu'ils étaient à la pointe technologique robotique. On connaît tous Honda, Asimo, qui a fait le premier grand robot. On connaît Boston Dynamics qui fait les robots chiens et les robots
militaires qui ont fait des vidéos assez exceptionnelles. Et ici, je dois dire, c'est tout aussi exceptionnel ce qu'ils font, si pas plus, parce qu'ici, évidemment, il faut qu'il y ait une certaine sécurité. Quand c'est des robots qui sont dans une maison avec des gens qui y vivent, des enfants, des animaux, on peut pas se permettre de faire des erreurs et de couper les poils du chien ou d'aspirer la vaisselle ou je sais pas quoi. Ou mettre l'enfant dans la machine à laver. Ils expliquent d'ailleurs que c'est un des enjeux, c'est que le robot doit être capable de réagir correctement au fait d'être bousculé par des enfants ou autre quoi. Donc, mais il y a un véritable enjeu. Enfin, on est moins dans de l'expérimentation que dans du développement d'appareils, enfin qui devront un jour cohabiter avec nous de manière cohérente et tout à fait sécurisée. Et ça va au-delà, effectivement. On a cité les Boston Dynamics et autres qui font des robots, certes, mais qui ont des visées plus professionnelles, on va dire, ou dans des contextes un peu particuliers. Et donc, voilà, ici, c'est de la robotique, c'est de l'intelligence, mais au service des gens et du grand public. On imagine que ça coûtera très cher. mais ça, parce qu'il faut payer tous ces ingénieurs. Probablement, tout à fait. Donc ça coûtera des sous, mais ça va être passionnant, c'est ça qui est bien. Xavier, tu gardes la parole pour parler de E comme électronique, une puce électronique écologique d'un tout nouveau genre dont tu vas nous parler. Alors, je crois que c'est un secret pour personne. Maintenant, on sait que le monde de la tech est frappé par la pénurie des composants, des composants électroniques. Donc, il y a évidemment tous les producteurs et les gros producteurs qui réfléchissent à des solutions, qui mettent en place, qui essayent de remanier un petit peu leur chaîne de production. Mais ils ont déjà indiqué qu'il faudra sans doute très longtemps, plusieurs années peut-être même, pour revenir à la normale qu'on connaissait. Et donc, il y a des chercheurs qui se penchent évidemment sur la question, et notamment des chercheurs américains qui viennent de mettre au point une puce électronique qui s'inspire du fonctionnement du cerveau humain. Alors, elle s'inspire du traitement du cerveau humain pour le traitement et le stockage des données. Donc, on appelle ces systèmes des systèmes neuromorphiques. Ils sont censés être plus rapides et moins énergivores que les systèmes traditionnels qu'on connaît. Et ils ont créé ici une puce à l'aide de miel, qui est un petit dispositif avec des fonctionnalités qui sont vraiment proches d'un neurone humain. Ça s'appelle un memory store. Alors concrètement, le miel est transformé en une forme solide. Il est déployé entre deux électrodes pour reproduire la forme d'une synapse humaine. Et donc, comme dans le cerveau, elles peuvent alors s'activer, se désactiver pour aller chercher une information ou bien pour la conserver, pour la stocker. Alors, on sait que IBM et Intel s'intéressent déjà aux puces de type neuromorphique. Mais en plus d'être écologiques, ces puces, elles sont beaucoup moins énergivores et surtout, il y a un aspect durable puisqu'elles permettraient de réduire la quantité de déchets électroniques parce qu'elles sont biodégradables du coup. Intéressant. On va pouvoir sucer les puces. Mais voilà, c'est Winnie l'ourson qui va être content. Oui, c'est ça. T'as mal de gorge, tiens. Mais non, c'est recyclable, quoi. Quand on en a plus besoin, on la mange. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est chouette. Mais voilà, c'est marrant. Pourquoi le miel, alors que finalement c'est n'importe quel. Enfin, je dis peut-être des bêtises. J'imagine que c'est les cristaux de sucre qui permettent de former ces. Est-ce que ce serait le fait que le miel est une denrée non périssable? Est-ce que c'est un lien avec ça? J'en sais rien. Peut-être. Oui, peut-être aussi que c'est le fait que c'est un aliment mais qui peut prendre plusieurs formes, forme solide, liquide. Je sais pas. Est-ce que c'est lié à ça? Aucune idée, honnêtement. Mais le sucre de manière générale peut prendre des formes variables aussi. Oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'on dit le miel pour des questions de marketing aussi pour faire réagir par rapport à ça? Parce que voilà, ça fait l'affaire des apiculteurs, hein. mais voilà, mais c'est en tout cas une fois de plus, il faut la recherche et c'est des fois on se dit mais où est-ce qu'ils trouvent leurs idées et puis voilà, moi je suis chaque fois. Mais bon, au-delà de ça, moi je suis content, ça va dans le bon sens. On cherche des solutions à la fois qui contribuent à la transition énergétique. Mais les crises, certaines crises du moins, on se cite bien, c'est qu'à un moment donné, on cherche toujours à détourner le problème, et quand ça va dans ce sens-là, c'est plutôt positif. Je sais pas ce qu'en pense David. C'est de la recherche intelligente, quoi.
Oui, c'est très positif. Maintenant, il faut voir s'il n'y a pas un petit buzz derrière, voir aussi si ce n'est pas un produit dérivé du miel, tout comme on dit que le plastique PLA en impression 3D est dérivé du maïs, alors qu'en fait, ce n'est plus vraiment du maïs après les processus qui ont été faits, quoi. Ouais. Bon, et les traitements chimiques et autres bien polluants, bien. Mais je suis curieux d'explorer un peu parce que l'intelligence artificielle est un domaine qui m'intéresse très fortement et j'y connais un petit peu dans ce qui est réseau de neurones et d'apprentissage, de ce genre d'apprentissage. Donc ça m'intéresse très fortement d'explorer un peu plus le sujet. Ça tombe bien parce qu'on met les liens systématiquement des sujets dont on parle. Voilà, je cliquerai dessus. Donc il faudra aller cliquer dessus et vous irez, voilà, et puis chacun pourra aller au plus loin si ça l'intéresse comme toi et d'aller chercher, du coup se faire une opinion. C'est un petit peu ça aussi le principe des technos, hein, c'est vous donner envie de lire et de découvrir des choses nouvelles éventuellement, ou d'approfondir des questions que vous connaissez peut-être déjà mieux que nous-mêmes peut-être, et que vous avez envie de nous river notre punaise ou notre clou à un moment ou à un autre, bah n'hésitez pas un seul instant. La lettre L comme langue, David. Les bons mots, et les bons mots en français, pour traduire certaines expressions qui sont maintenant d'usage courant, comme gaming, comme streamer et autres. Qu'est-ce qu'on a encore été trouvé comme nouveaux mots français pour exprimer ces mots anglais ? Voilà, ce n'est pas nouveau. La commission d'enrichissement de la langue française donc a proposé une série de mots en bon français pour remplacer des anglicismes ici liés au monde du jeu vidéo. Deuxième sujet jeu vidéo de ce podcast. Pas grave. Et ils ont décidé ils veulent en finir avec les anglicismes. Donc, ils ont annoncé tout un tas de propositions qui pourraient passer rapidement au dictionnaire. D'ailleurs, l'article qui est en lien lui-même lie vers l'article de Légifrance, qui est l'organe du gouvernement qui régit ça. Pour donner quelques exemples, on ne parlera plus de cloud gaming, on parlera de jeux vidéo en nuage. On ne parlera plus de streamer, on parlera de joueurs ou de joueuses en direct. Ouais. Celui-là, il est beau, on parlera plus de rétro gaming, on parlera de rétro jeux. Ouais. On parlera plus de matchmaking, on parlera d'appariement de joueurs. Pay to win deviendra payer pour gagner. Bon, ça va. Free to play devient jeu vidéo en accès gratuit. Game as a service, jeux vidéo à la demande. Les DLC, qui sont en fait les extensions de jeux, deviendront extensions téléchargeables. En petit résumé, voilà, il y en a quelques autres la liste est complète sur le site de Légifrance. Bon, certains, oui, ça me semble ok, mais d'autres, c'est streamer, il est magnifique. Oui, mais streamer, par exemple, il est magnifique. Oui, mais en plus, c'est celui-là dont tout le monde parle, effectivement, parce que c'est un peu le terme aussi à la mode, hein, il faut le dire, streamer. Mais c'est un peu limitatif de... Alors, c'est quoi la définition qu'ils ont donnée ? J'ai déjà oublié, tellement c'est... Joueur en ligne. Joueur en ligne, alors que... C'est pas du tout ça, en fait. Mais c'est pas que ça, enfin, c'est pas que ça, en tout cas, ouais. C'est parce qu'on le voit, par exemple, sur Twitch, qu'il y a quand même une proportion grandissante de gens qui ne font pas de gameplay, qui ne jouent pas en direct, mais qui tchatchent, qui causent, qui font des débats, qui donnent des cours, qui font autre chose, qui donnent des cours, oui, du bricolage, du dessin, etc., etc. Et d'ailleurs, je pense que sur Twitch, les lives, enfin les directs, parlons français, de choses qui ne sont pas du jeu dépassent les jeux, pas tous les jeux. Si on cumule les jeux, ça reste quand même la grosse masse des streamers sur Twitch. Mais si vous prenez le jeu le plus regardé, le plus streamé par exemple, eh bien les non-jeux dépassent cette catégorie-là. Donc on voit qu'il y a... Tu as dit les lives en français, tu voulais dire quoi ? Je voulais dire direct. Et donc voilà, c'est de nouveau. Alors je pense qu'il y en a qui resteront peut-être.
je sais pas, par exemple, moi j'aime bien rétro-jeu, c'est quand même c'est joli, quoi. C'est pas gênant. Quand le terme français est plus court que le terme anglais, moi je trouve qu'il justifie complètement, s'il est juste, s'il est correct. Si c'est plus long que le terme anglais, ça se pose là, et s'il est imprécis, s'il rajoute de l'imprécision, bah à ce moment-là, ça vaut pas la peine, quoi. Il y a quand même une problématique, je trouve, c'est que dans quasiment toutes les langues du monde, on a intégré des mots étrangers qui sont devenus des mots familiers. En Asie, par exemple, que ce soit en Thaïlande, que ce soit au Japon ou ailleurs, il y a beaucoup de mots qui n'existent pas dans la langue, mais qui sont en quelque sorte le phonétique en anglais du mot. Et c'est passé dans même dans l'histoire de manière générale, il y a des mots français qui sont il y a des mots qui viennent de l'anglais. Donc ça vient de l'arabe. C'est passé comme mot usuel, et à vouloir changer des mots que tout le monde connaît depuis qu'ils sont tout petits. Finalement, ça peut amener la confusion, parce que maintenant, on va devoir appeler de manière légale dans les articles des mots qu'on connaît par des phrases qu'on ne connaît plus. Et là, ça c'est un petit peu dommage. On va encore donner un exemple qui est à côté de la plaque. Moi, je suis désolé. E-sport, on traduit ça par jeux vidéo de compétition. Donc, des compétitions d'e-sport, ce seraient des compétitions de jeux de vidéo de compétition. Voilà, c'est des choses comme ça ça n'a pas beaucoup de sens. Je pense qu'il faudrait quand même mettre des gens qui se servent de ce vocabulaire-là régulièrement autour de la table à un moment donné pour leur demander de quoi il s'agit avant d'inventer n'importe quoi. Je pense que ce serait un minimum, quoi. Bref, voilà. La liste est longue, hein. Je vous le dis, mais tu l'as dit très bien, elle est en lien dans l'article qu'on vous propose sur de Journal du Geek, pour être tout à fait précis, sur notre blog lestechno.be. Vous irez lire ça et vous irez vous en amuser sans doute, et sans plus. On était la lettre P comme pizza à table. Xavier, les robots, manifestement, n'aiment pas la pâte à pizza, mais ça pourrait quand même changer, paraît-il. Effectivement. Alors, si vous avez déjà fait une pâte à pizza vous-même, vous savez qu'on doit d'abord préparer la pâte, manipuler une boule de pâte. Il faut prendre une spatule, on peut soulever la pâte, il faut la déposer sur une planche à découper, il faut couper la pâte, il faut lui donner les bonnes proportions, il faut utiliser un rouleau à pâtisserie pour l'aplatir dans un cercle parfait, sinon c'est pas une pizza. Mais tout ça, ce sont des manipulations qui, pour un robot, sont plus compliquées qu'il n'y paraît. Et donc c'est compliqué, surtout de travailler avec un objet qui est déformable. Donc c'est ça, cette complexité, parce que la forme peut changer de plusieurs manières, et en fonction des manipulations qu'on fait. Donc ça rentre des inconnus, en fait, dans le traitement. Et pour arriver à un résultat précis, il faut souvent plusieurs manipulations et des outils différents. Donc c'est difficile pour une intelligence artificielle d'apprendre des manipulations avec des longues séquences de tâches dans lesquelles on va avoir plusieurs choix possibles en fonction des options qui se présentent. Et donc, typiquement, la forme qui change un petit peu parce que voilà, on a mis un petit peu plus d'eau, un peu moins d'eau ou autre. Ce sont des variables qui sont difficilement prises en compte. Et des chercheurs du MIT ont trouvé une solution. Ils ont créé un framework pour faciliter la programmation robotique avec un apprentissage qui va se faire en 2 étapes. Donc, on va tout d'abord avoir un algorithme qui va être un enseignant. Donc, un algorithme qui va apprendre à un autre algorithme quelque chose. Alors cet enseignant, il va résoudre chaque étape que le robot doit accomplir pour exécuter une tâche, et puis il va entraîner un modèle de machine learning qui va apprendre des idées plus abstraites sur la façon d'exécuter la tâche et la manière d'acquérir les compétences qu'il a besoin pour manipuler, par exemple, un rouleau à pâtisserie. Le système va donc raisonner sur la façon d'accomplir cet ensemble de tâches, et ils ont appelé la méthode DiffSkill. Elle peut être appliquée bien évidemment à d'autres tâches que réaliser une pâte à pizza, comme manipuler des objets déformables, par exemple pour habiller ou baigner une personne âgée. Si on manipule des vêtements, les vêtements, il y a des tissus différents, il y a des formes différentes, ça peut réagir de plusieurs façons. Et donc c'est plus proche de notre façon humaine de raisonner, puisque on va apprendre à exécuter des tâches qui sont simples, et puis on va réfléchir comment
les combiner pour résoudre un problème dans son ensemble. Alors, DeepSkill, qui est le nom de cette nouvelle méthode, a pu surpasser les techniques populaires parce que qui repose sur l'apprentissage par renforcement, et où un robot va plutôt apprendre une tâche par des essais et par des échecs. En fait, DeepSkill, c'est la seule méthode qui est capable de mener à bien les 3 tâches de manipulation de la pâte ici dans le test. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les chercheurs ont découvert que le réseau neuronal, on y revient, étudiant, était même capable de surpasser un algorithme enseignant. Donc, en fait, la deuxième étape du processus est plus performante au final que celle dont il a appris la manipulation. Ce que tout modèle enseignant-étudiant devrait être en fait. Exactement. À un moment donné, il faut le dire. L'élève dépasse le maître. Oui, en général, c'est comme ça que ça se passe. C'est passionnant, cette histoire. Alors, la pizza, évidemment, c'est l'exemple, parce que tu l'as expliqué, cette pâte est multiforme et malléable, etc. Et donc, c'est clair que c'est très différent que de poser des cubes qui ne changeront jamais de forme, qui sont toujours des cubes. Voilà, c'est ça qui est passionnant. Qu'en pense David ? Mais non, moi j'attends toujours de voir, pas la méthode avec le rouleau, mais la méthode, le pizzaiolo qui prend la boule de pâte dans les mains, qui la fait tournoyer, et qui fait la pizza parfaite. Ça, je trouve ça Dyson y travaille. Dyson y travaillerait, oui, effectivement. Mais donc, ça, tu pourras le voir à ce moment-là dans le laboratoire à l'occasion. Ça, à mon avis, c'est en Italie. Mais ceci dit, on est plus du côté de la pizza industrielle que de la pizza faite à la main chez le pizzaiolo, cuite au feu de bois. C'est bien dommage, et peut-être que l'intelligence artificielle pourrait faire un peu une transition entre l'industriel qui est tout est la même chose, tout est parfait, avec quelque chose un peu plus naturel. Et ça pourrait, bon, c'est toujours industriel, mais ça serait avec quelques petits neurones dans l'équation, ça ferait quelque chose d'un peu plus humain. Sans rentrer dans des considérations culinaires extrêmes, il y a des pizzas dites industrielles qui sont très bonnes, très bien faites, avec de bons produits. J'ai pas dit le contraire. Par contre, il y en a qui, d'un point de vue nutritif, sont à peu près égales à l'emballage qu'il y a autour, au carton, quoi, en gros. Donc, pareil au niveau qualitatif. Donc, là, il faut trouver. Enfin, en général, la pizza à moins d'€1, oubliez, quoi. Laissez tomber. Mais le carton est comestible. Oui, en plus. C'est ça. Sucez le carton, alors, quoi. J'aime pas les anchois. Ok, on s'écarte du sujet, évidemment, comme d'habitude, mais c'est pas grave. La pizza fabriquée par un robot, c'est peut-être pour demain. On verra ça. On en parlera certainement dans les technos, je pense. R comme radiographie, pour terminer tout doucement, parce qu'on est déjà à la fin de notre épisode 356, David. Une radiographie, alors c'est assez particulier, c'est des radiographies qui sont étudiées par une intelligence artificielle, et cette intelligence artificielle découvre, sur base d'une simple radiographie, des choses, et on ne sait pas comment cette intelligence artificielle les découvre, ces choses. Tu vas nous expliquer ça. Donc c'est l'université de Harvard. Oui. Oui, non, vas-y, pardon. Ouais. Donc, perturbation Xavier. C'est ok. Punition. Au coin. Pas de souci. Donc c'est l'université de Harvard qui a fait une étude pour essayer d'entraîner encore une fois des réseaux neuronaux et intelligence artificielle pour voir s'il y avait moyen de détecter l'origine ethnique d'une personne à partir de radiographie à rayon X. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont pris toute une série de radiographies qui étaient parfois de très mauvaise qualité, en rajoutant l'information de l'ethnie autodéclarée par la personne qui s'est fait radiographier, en s'assurant bien que les radios n'avaient aucune trace d'aucun marqueur ratio, ni de la densité osseuse, ni de la texture chevelue. Donc vraiment des radiographies où il y a apparemment rien qui peut indiquer l'origine ethnique de la personne, et l'intelligence artificielle a réussi à apprendre suffisamment de choses de ces radios que pour pouvoir à partir d'une autre radio qu'on leur donne,
donner l'ethnie de la personne qui s'est fait radiographer avec une précision de plus de 90%. Et on ne sait pas pourquoi. Les chercheurs ont constaté que le réseau de neurones a réussi à apprendre quelque chose, et ils n'ont absolument aucune idée de l'origine, du pourquoi, du comment, de ce qui fait la différence. Alors, ce qui est fou, moi je suis pas médecin, aucun d'entre nous n'a fait médecine, mais j'imagine qu'un fémur, il n'y a pas plus, c'est un fémur, que ce soit le fémur de Xavier ou le mien, ce sera le même fémur. Et pourtant, on a des différences physiques flagrantes. Il est très probable que le réseau de neurones est capable d'analyser les images avec en faisant des recoupements qui ne viendraient jamais à l'esprit d'un être humain, peut-être des détails tellement infimes qu'on ne les voit pas et qu'on n'en est pas conscient. Il y a peut-être c'est comme certains animaux qui sentent des odeurs que les humains ne sentent pas, il y a des sons qu'on n'entend pas, mais il y a peut-être des choses que nous on ne perçoit pas, des choses qui sont différentes à la radio. D'ailleurs, en général, on ne se regarde pas par nos radios au rayon X, donc on n'est pas habitué. Les médecins, oui, peut-être. Mais voilà. Quand tu dis le gars à l'aéroport. Oui, c'est ça, le gars. Mais le gars à l'aéroport, oui. Je pouffais de rire parce que quand on dit on est différent à la radio, je te confirme que je faisais de la radio. Les gens, quand ils me voyaient, ils étaient un peu étonnés. C'est pas la même radio. C'était pas le même genre de radio. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant et d'interpellant derrière ça, enfin, je dirais plus interpellant que d'intéressant, c'est que ça ouvre la porte au racisme et à la différence, au sexisme lié à l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, c'est une chose, mais derrière, il y a les programmeurs qui ont programmé l'intelligence artificielle, et pour des bases de données médicales, le fait que l'intelligence artificielle dise ça c'est une personne d'ethnie européenne, ça c'est une ethnie asiatique, ça c'est une ethnie africaine, ça peut créer un biais et faire que le diagnostic va être orienté d'une certaine manière, et les programmeurs qui sont des humains ne sont pas tout à fait neutres, ils ont des préjugés, et ça va transparaître au niveau de l'intelligence artificielle. Et comme le disait Xavier, un exemple, oui, c'est les rayons X à l'aéroport. Il y a peut-être du profiling qui va se faire, du profiling racial, et au rayon X, on pourrait dire c'est ce gars-là, l'ordinateur nous dit qu'en fait il est d'origine hispanique alors que il n'en avait pas l'air. Oui. Et ils vont se dire attention, il cache peut-être de la poudre dans ses poches, on va lui faire une fouille approfondie. Voilà. J'ai dit un toucher rectal. C'est toujours un toucher rectal. N'importe quelle nationalité. Mais je veux dire, voilà, c'est un exemple de dérive qui pourrait arriver, et c'est même très probable que ça arrive parce que dans les aéroports, toute ethnie n'est pas considérée sur le même pied. On fait bien de s'en inquiéter parce que c'est vrai que c'est important de se poser en tout cas la question, mais on notera quand même une chose, c'est que systématiquement, et particulièrement quand on parle d'algorithme ou d'intelligence artificielle, dès le moment où il y a origine ethnique ou race ou sexe qui rentre en ligne de compte, automatiquement ça commence à travailler dans l'esprit, et les gens se disent oulala, attention, là on est en train d'aller sur une ligne qui est dangereuse, et on va faire un petit peu plus attention, alors qu'on devrait faire attention tout le temps en fait. Voilà. Je sais pas ce qu'en pense Xavier, s'il a une opinion sur ce sujet. Moi j'ai deux petites réactions. La première, c'est que on a tous vu cette pub ou cette photo en fait où on voit des personnes au rayon X ou des squelettes, et on dit voilà, on est tous pareils finalement. Finalement apparemment pas, donc il va falloir trouver une autre image. Et puis l'autre point, c'est que il y a quelqu'un qui a dit ça dans notre moyen d'échange, qui est Slack. Au final, on ne sait pas ce que l'IA a repéré. Peut-être est-ce que il y a peut-être des éléments externes qui ont influencé la chose, comme je sais pas, par exemple le nom de l'utilisateur dans le dossier, ou bien le fait que ce soit un patient qui vienne majoritairement de telle région. Enfin, ils n'ont eu que la radiographie.
Oui, mais l'intelligence artificielle, enfin, il y a eu du machine learning à un moment ou à un autre. On avait déjà parlé de ça ici avec les casques, et on a vu que oui, et puis sur la reconnaissance faciale, on s'était rendu compte que les intelligences artificielles, par rapport justement aux ethnies, n'étaient pas égales, enfin, ne reconnaissaient pas de la même manière parce que on les avait éduqués avec essentiellement des photos d'hommes blancs de plus de 50 ans. Je dis n'importe quoi, mais c'est un peu ça l'idée. Et donc, à un moment donné, la machine peut se tromper ou en tout cas avoir des biais cognitifs, j'ai presque envie de dire, par rapport à certains. Pour donner un exemple, par exemple, dans le cas où les radiographies auraient été faites chacune dans le pays d'origine de la personne, en fait, l'intelligence artificielle pourrait très bien reconnaître le grain de la radiographie et reconnaître l'origine de fabrication de la radiographie, alors qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir avec la personne qui est radiographée. Oui. Et ça, c'est malheureusement une possibilité, parce que les réseaux neuronaux, ils apprennent quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'ils ont appris. Et comme tu le disais... Moi, j'imagine qu'ils ont recoupé ça avec les résultats. Quoi, oui, mais comme tu le disais, c'est que ces réseaux neuronaux, on voit peut-être des précisions que nous, on ne voit pas, et que donc on n'arrive pas à analyser où se trouve le biais, puisqu'on n'a pas les moyens. Il faudrait une intelligence artificielle pour l'analyser, l'intelligence artificielle qui... Tu vois ce que je veux dire ? C'est à un moment donné, on ne voit plus, on n'a plus la perception nécessairement de la manière dont... Enfin, où a été pêchée cette information et à quel moment il doit certainement y avoir moyen de le découvrir, hein. Oui. Il y a certainement moyen de découvrir ce qui a été analysé et ce qui a permis ces regroupements. Ouais. Mais là, on n'a pas le temps. Il est l'heure. Non, mais voilà, on est arrivé au bout de ce sujet. Si, une fois de plus, je le répète à l'envi, mais si vous avez une expérience dans le domaine et que le sujet vous passionne, n'hésitez pas à déjà aller cliquer sur le lien, donc sur notre blog lestechno.be ou dans la description de ce podcast et d'aller plus loin et d'éventuellement partager vos compétences et vos connaissances avec nous tous. J'avais prévenu, hein, c'est ce qui nous conduit tout naturellement à la fin de cet épisode 356, et comme je vous avais prévenu également au tout début de l'épisode, il y aura forcément un bonus parce que ils en ont encore un petit peu sous le pied, mes petits camarades. Merci Xavier, merci David, on va se retrouver très prochainement, passez une très très bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et n'oubliez pas, les pouces, les étoiles, tout ça sur les applications de podcast et sur YouTube, tout ça c'est bienvenu aussi. À très bientôt, salut.